Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce numéro 2 de Parlons Golf by JLT Factory. Pendant environ 30 minutes, nous allons débattre des principales actualités de l'intégralité de la filière golf et nous accueillons trois invités une nouvelle fois ce soir. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Christophe Muniesa, le directeur général de la Fédération française de golf, Laurent Boissonnat, qui est le directeur général du réseau Open Golf Club, également président du GEGF, le groupement des entrepreneurs de golf français, et enfin Vincent Paris, le directeur général du golf du Médoc Resort. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis. Alors, tout de suite, on va découvrir le sommaire. On va revenir sur les nouvelles mesures sanitaires qui ont été donc officialisées par la Fédération française de golf il y a quelques jours. Parler également du bilan de la réouverture des golfs en France. Nous sommes à environ un mois de la réouverture de la quasi-intégralité des parcours de golf. On en parlera justement dans quelques instants avec Vincent Paris, qui a eu donc une inondation la veille de la réouverture du golf du Médoc Resort. Également parler de la perte de chiffre d'affaires des golfs, mais aussi des restaurants et des hôtels suite à ces 2 mois de confinement. Et on parlera également, on évoquera la filière tourisme, puisque nous sommes à quelques semaines des vacances estivales. Alors, comme je le disais, on va donner la parole en priorité à Vincent Paris. Vincent, donc, juste avant la réouverture officielle du golf du Médoc Resort, il y a eu cette très forte inondation sur le clubhouse. Le petit ruisseau qui borde le clubhouse et l'hôtel donc a débordé. Où en est-on un mois après, Vincent? Écoute, oui, comme tu le dis, on a eu une inondation assez forte la nuit du 10 au 11 mai, donc on était prêt pour rouvrir le site, enfin tout d'abord le golf, le restaurant, et on imagine ouvrir l'hôtel aussi assez rapidement. Il se trouve qu'il était tombé beaucoup de pluie la semaine précédente, et on a eu la nuit du 10 au 11 des importants abats d'eau, puisqu'il est tombé près de 68 mm en 1 heure, entre 1 heure et 2 heures du matin. Donc le petit ruisseau, oui, qui passe devant le golf, qui paraît assez anodin, est sorti de son lit, et on a eu 50 cm d'eau sur l'intégralité du bâtiment, du Pro Shop jusqu'au bout des chambres d'hôtel que l'on avait rénovées il y a maintenant quelques mois, puisqu'on devait les ouvrir le 15 mars, juste avant la fermeture des établissements recevant du public. Et puis deuxième arrêt au stand, donc on ne peut pas ouvrir dès le 11 mai. Donc actuellement, on se prépare à une course contre la montre pour faire des travaux le plus rapidement possible, pour essayer de tout remettre en état. Après près d'1 mois d'assèchement, puisque quand on a une inondation, il faut assécher tous les sols, tous les murs. Et il y a beaucoup d'entreprises spécialisées qui interviennent pour ça. Et maintenant, on a 1 mois de travaux pour essayer d'ouvrir l'intégralité du site le 15 juillet pour la saison. Alors, même si l'hôtel et le clubhouse sont fermés, il y a quand même donc les 2 parcours qui sont accessibles pour les membres, c'est ça, Vincent? Oui, exactement. Oui, on a pris la décision de laisser la possibilité aux abonnés du golf d'accéder sur les 2 parcours. On avait tout préparé, évidemment, comme tous les golfs en France, depuis plusieurs semaines pour que les parcours soient dans un état irréprochable. Et il se trouve qu'on s'est posé la question, mais très rapidement, on s'est dit que c'était bien de les accueillir. Donc, évidemment, les mesures Covid que l'on avait préparées ont été simplifiées au niveau de l'accueil des clients, puisqu'on a juste mis une tente à proximité du départ du 1 pour accueillir les clients. Et puis, ils faisaient la partie de golf et revenaient ensuite à leur voiture directement, puisque tout ce qui est vestiaire, accueil, pro shop, practice, tout ça est complètement fermé. Donc, c'est vraiment une partie de golf rapide entre membres pour ensuite revenir chez soi. Et justement, on va donner la parole à Christophe Muniesa, le directeur général de la Fédération française de golf. On sait, on en a parlé aussi très longuement, Christophe, avec d'autres acteurs de la filière, que pour l'instant, tout se passe très bien. Nous sommes à 1 mois de la réouverture des parcours de golf avec un assouplissement des mesures sanitaires. Elles ont été officialisées il y a quelques jours. On parlera également donc de la relance aussi des compétitions amateurs. Comment ça se passe, Christophe? Satisfait? Oui, alors le premier élément de satisfaction, c'était de voir les golfs réouvrir, évidemment, et c'était tant attendu par les joueurs eux-mêmes que par les dirigeants des structures. Il y a plusieurs effets positifs qui se sont conjugués. Il y a eu une bonne météo, il y avait une demande très forte. On craignait à un moment des mesures limitatives, même s'il y avait la règle des 100 km, mais ça permettait malgré tout aux joueurs de trouver un club dans une proximité relative.
Donc il y a eu une très forte demande et un afflux de joueurs importants sur les parcours. Un bémol toutefois, ce sont évidemment dans un premier temps les abonnés et les membres des clubs qui ont souhaité retrouver leur parcours, ce qui se comprend parfaitement. Mais ce qui a évidemment un effet économique, on va dire limité, une portée économique limitée, parce qu'il y a un besoin de relance des activités. Les clubs n'ont pas pu rouvrir d'emblée leurs restaurants, leurs bars et leurs hôtels. Et puis, ils ont eu aussi des difficultés à accueillir des green fees, tout simplement parce que les parcours étaient occupés par les membres. Ce qui, encore une fois, se comprend. Oui, alors justement, on va également passer la main à Laurent Boissonnat. Laurent, donc vous êtes, comme je le disais, le directeur général du réseau Open Golf Club. Vous gérez plusieurs golfs un peu partout en France et aussi en Europe. Quels sont les principaux retours justement des golfs du réseau Open Golf Club? D'abord, comme l'a indiqué Christophe, le soulagement et la satisfaction de retrouver nos clients, nos abonnés, comme Christophe le faisait remarquer de manière très pertinente. De l'inquiétude évidemment économique sur les prochaines semaines, les prochains mois. Tant qu'on était fermé, on savait exactement à quoi s'en tenir. Maintenant qu'on est rouvert, on est un peu plus dans l'inconnu, donc un moment assez anxiogène pour les exploitants de golf. Une activité qui est bien repartie s'agissant des abonnés, avec un retour en masse de nos clients abonnés, qui ont aussi très largement, pour parler plus économie, régularisé leur situation. Donc les abonnés sont revenus et ont apporté dans la deuxième quinzaine de mai la trésorerie qui était importante. Et à côté de ça, des situations très diverses s'agissant des green fees. Alors c'est très compliqué de faire des moyennes, j'ai essayé d'en faire, j'aime pas ça parce que ça veut pas dire grand-chose. Mais on estime que le manque à gagner de green fees sur la deuxième quinzaine de mai 2020 par rapport à la deuxième quinzaine de mai 2019, c'est là j'essaie de compiler un peu les chiffres que j'ai aussi au niveau national et pas que dans mon réseau, mais entre 30 et 40% de baisse, mais qui cache des disparités absolument énormes, où on a vu par exemple autour de Paris des parcours avoir un chiffre d'affaires green fee qui était plutôt en hausse de 20 ou 30%. Et là, on voit bien les Parisiens qui étaient enfermés dans leur appartement, pas du tout au vert, et qui, dès qu'ils ont pu, ont voulu sortir et retrouver de la verdure. C'est un phénomène qu'on n'a pas constaté autour des autres grandes capitales provinciales. Mais vraiment, à Paris, il y a eu un engouement très fort, y compris sur les green fees. Évidemment, comme Christophe l'indiquait tout à l'heure, les abonnés laissaient de la place. Donc certains golfs ont refusé de la clientèle green fee. Et puis à l'autre bout des spectres, des golfs touristiques sur le littoral en particulier, du Pas-de-Calais à la côte basque, où là on a eu 90% de baisse, jusqu'à 90% de baisse, et donc des manques à gagner encore de plusieurs centaines de milliers d'euros pour une exploitation sur la deuxième quinzaine de mai. Donc voilà, une situation extrêmement diverse. Évidemment, quand vous faites les 2/3 de vos revenus green fee au mois de mai avec de la clientèle anglaise, vous n'êtes pas bien. De l'anxiété, à l'image de ce que ressentent beaucoup d'entrepreneurs français en ce moment, pour pas dire tous, mais content d'être là. Content de retrouver nos clients, content que l'exploitation reprenne et de pouvoir recommencer à travailler. Oui, par rapport à ce que disait Laurent, Christophe, est-ce que vous avez ressenti un petit peu la même chose aussi au sein, alors plus généralement ou sur le plan national, au sein de la Fédération française de golf? Oui, il y a une mécanique qui est très différente entre, on va dire, Paris, grandes agglomérations, et puis le reste du territoire. Autour des grandes agglomérations, parce qu'il y a une forte densité de population et donc de golfeurs, il y a une demande assez soutenue. Et en revanche, plus on s'éloigne de ces grandes capitales régionales, moins le marché était dynamique. Donc c'est un des enjeux principaux de cet été.
et d'accompagner le mieux possible à travers des campagnes de communication, de promotion, des opérations découvertes que la fédération souhaite mettre en avant, le fait de régénérer un peu ce tissu local et de stimuler ces opportunités de jeu à l'échelle locale. Il y a une opportunité dont on peut se saisir, c'est pour toutes les raisons évidemment qu'on imagine, va y avoir du tourisme cet été, mais du tourisme un petit peu franco-français. Donc c'est l'occasion aussi de donner l'opportunité aux très nombreux golfeurs qui déclarent avoir un projet de pratique du golf. C'est pratiquement 2 millions de personnes en France qui disent j'ai le projet un jour de me mettre au golf, et bien de faire de cet été 2020 l'été durant lequel ils vont découvrir l'activité golf et s'y mettre pour de bon. Donc c'est véritablement cette occasion, cette possibilité qu'on veut saisir cet été. Oui, alors Vincent Paris, justement, vous êtes également directeur de l'hôtel du Golf du Médoc Resort. Alors même si pour l'instant tout est fermé, est-ce que vous commencez justement à sentir des réservations pour la période estivale? Oui, assez étonnamment, il y a maintenant une semaine, on a rouvert aux réservations lorsqu'on avait la quasi-certitude que l'on pourrait ouvrir autour du 15 juillet. Et il se trouve que les réservations, pour l'instant, sont très encourageantes. On a beaucoup de retours, on a beaucoup de demandes de longs séjours. En général, on a des clients qui restent sur 3-4 nuits, et là, on est sur quasiment du 6-7 nuits, avec une grosse clientèle française, comme le disait Christophe, et des golfeurs qui veulent profiter de la saison estivale sur juillet-août pour, je pense, parcourir les resorts français plutôt que d'aller jouer à l'étranger où on n'a pas encore la garantie et la certitude que l'on puisse voyager. Donc c'est plutôt bien pour nous, mais c'est bien en règle générale, je pense, pour les destinations touristiques. Comme disait Laurent, ça démarre pour l'instant très calmement. Le mois de juin n'est pas forcément propice au tourisme golfique. Et sur juillet-août, pour l'instant, les baromètres sont plutôt ouverts. Oui, alors justement, Laurent Boissonnat, vous le savez et on le sait également, beaucoup de parcours Open Golf Club gèrent également une capacité hôtelière sur place ou à proximité. Avec le GEGF, vous avez établi un bilan de la perte cumulée de ces 2 mois de confinement. C'est environ, vous m'arrêtez si je me trompe, 120 millions d'euros pour les golfs et environ 30 millions d'euros pour la partie restauration et hôtellerie. Est-ce que justement, il y a une possibilité aussi de relancer, comme le disait Christophe Muniesa, avec un tourisme plutôt franco-français cet été, cette économie-là? Oui, la réponse c'est oui. Les golfs sont des outils d'animation des territoires et des poumons de l'économie locale très sous-estimés et qui ont un réel potentiel pour autant qu'on les présente sous le bon jour et avec la façade qui convient. Donc on sait, Vincent le confirmait, qu'on aura un tourisme plus français avec des séjours de plus longue durée chez les réceptifs français, et le golf a toute sa place pour être un des moteurs, un des catalyseurs de ce tourisme de proximité. Et la fédération, on parle avec Christophe, effectivement, doit envoyer des messages, de la communication pour mettre en avant le golf, aussi bien dans une logique de découverte que dans une logique de perfectionnement, pour que des séjours touristiques autour du golf puissent s'organiser et que l'on donne envie à des touristes français qui généralement peuvent voyager un peu plus loin, en dehors de nos frontières en particulier, de découvrir le golf et de jouer plus au golf dans des destinations dans lesquelles ils n'ont pas l'habitude de jouer pendant leurs vacances. Ouais, alors justement, on sait aussi que le principal enjeu, messieurs, c'est d'essayer peut-être de récupérer le manque à gagner de ces 2 mois de confinement. Là, je vais peut-être plus m'adresser à Laurent et à Christophe aussi, puisque vous avez piloté aussi toute cette partie perte d'exploitation et le relais direct avec le gouvernement. Est-ce que Christophe, il y a des pistes pour essayer justement de relancer un petit peu cette économie au sens large de la filière golf? Oui, bien sûr, mais je vais céder rapidement la parole à Laurent, qui a participé aux différents travaux du Comité national tourisme notamment, et qui d'une certaine manière porte la voix de la filière sur ce registre-là auprès des acteurs économiques. Je t'en prie, Laurent. Ouais, alors il y a deux parties dans la question. Merci beaucoup, Christophe. Il y a 2 parties dans la question de Jean-Louis. Il y a est-ce qu'on va réussir à compenser les revenus
et ça pas toujours. En tout cas, les groupes de golfeurs qui avaient réservé en avril et mai, ceux-là, on est sûr qu'ils sont perdus, en tout cas pour 2020. Et puis il y a l'autre aspect qui est de dire quelles mesures on va pouvoir mettre en vigueur pour soutenir nos clubs, pour soutenir l'économie et faire en sorte que les charges soient plus basses que ce qu'elles sont habituellement compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires. Donc là, la fédération a été très active avec le GEGF et toute la filière pour monter au créneau et dire à l'administration, au gouvernement, que les entreprises de golf étaient là, qu'elles étaient frappées, qu'elles étaient, comme on l'a indiqué tout à l'heure, des vrais outils de l'animation des territoires, un poumon économique pour les régions, que les retombées économiques de la filière étaient de 1,5 milliard, dont près de 500 millions de retombées touristiques, et que donc, si le gouvernement, et c'est totalement dans sa stratégie, et le ministre en parle haut et fort, voulait développer un nouveau tourisme de proximité avec des valeurs environnementales, eh bien, le golf devait bien se porter, les entreprises de golf devaient bien se porter et devaient être soutenues. Donc, on a travaillé beaucoup et on a tiré beaucoup de flèches dans beaucoup de directions auprès du sport, donc de la filière sport et du ministère des Sports, mais aussi auprès de la filière tourisme. Et donc, la Fédération française est autour de la table du comité de la filière tourisme. Et donc, l'objectif, très concrètement, c'est de dire que les entreprises de golf sont là, qu'elles comptent et qu'elles doivent faire partie des plans de soutien qui doivent être annoncés dans les prochains jours. En tout cas, proposition de loi soumise au Parlement après le 10 juin, donc on va vite y arriver, de manière à pouvoir avoir ce coussin amortisseur qui va nous permettre de passer l'année 2020 et de pérenniser nos entreprises pour qu'on puisse rebondir encore plus fort. Donc voilà, il y a tout un tas de mesures économiques sur la poursuite de l'activité partielle, sur des nouveaux types de prêts garantis par l'État, poussés, abondés par la Banque des Territoires, sur des exonérations de charges sociales, patronales. Elles ont été décalées, donc on ne paye plus depuis début mars les charges sociales sur les salaires. Ce qu'on aimerait, c'est qu'elles soient purement et simplement annulées, en tout cas sur la période de fermeture plus. Ce qu'on espère, c'est que la fermeture plus ira jusqu'à fin juin. Voilà, enfin, tout ça est en discussion. On est autour de la table. J'espère que l'opportunité que nous avons eue de réouvrir avant les autres, c'est-à-dire le 11 mai, on ne le paiera pas trop cher, puisque la grande majorité, en tout cas sur le secteur touristique, lui, commence à reprendre depuis le 2 juin. Mais enfin, on a aussi des arguments parce qu'on est aussi restaurateur, on accueille aussi des événements qui sont très importants dans notre économie, et ça, parcours de golf ouvert ou pas, eh bien, nous ne les avons pas accueillis et c'est du manque à gagner complémentaire. Voilà, donc on est dans cette dynamique et on a très bien travaillé et on continue à être offensif dans l'attente, dans les toutes prochaines semaines, des décisions du gouvernement en la matière. Oui, alors justement aussi, Laurent y faisait allusion, Christophe, il y a aussi la partie événementielle qui est très importante dans l'activité d'un parcours de golf. Et là, donc, il y a eu l'autorisation de la relance des compétitions amateurs notamment. J'imagine que ça peut être aussi une véritable bouffée d'oxygène pour les parcours de golf. Oui, c'est très important, bien sûr, Jean-Louis. Il y a deux aspects. Il y a ce qu'on pourrait appeler la vie sportive et ou associative. Et c'est un élément clé du succès de nos clubs parce que dès lors que vous commencez à organiser des compétitions de clubs, animations sportives de clubs, vous gérez du flux, vous stimulez votre flux naturel. Vous donnez des occasions aux gens de revenir dans le club pour toutes les catégories de sportifs. Et on sait très bien que au golf, c'est comme Tintin, c'est de 7 à 77 ans, c'est extrêmement large. Donc on avait besoin de ce stimuli pour faire en sorte que tous les publics reviennent vers les clubs. Ça, c'était le premier élément. Et puis, connecté à cette vie sportive, cette vie associative,
il y a la vie économique locale autour du club. L'exemple classique, il y a ça dans pratiquement tous les clubs de France. Vous avez le concessionnaire local de telle ou telle marque automobile qui vient faire présenter ses véhicules ou organiser la compétition traditionnelle du club une fois par an. Et les clubs en ont été privés. Alors, au-delà des concessionnaires automobiles, il y a aussi les commerces locaux, etc. Donc, ça nous semblait fondamental et c'était une attente très forte des clubs de pouvoir relancer ce type d'opération. Or, ce à quoi on a été confronté pendant de longues semaines, c'est le premier mot qui me vient, c'est une incompréhension. Je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu excessif de le verbaliser comme ça, mais en tout cas, quand on parle compétition, pour le ministère des Sports, pour les acteurs publics, on pense aux matchs de Top 14 ou de Ligue 1. Nous, ce n'est pas du tout ce dont on parlait d'animation sportive locale. Donc, il a fallu faire preuve de force de conviction et de pédagogie pour pouvoir relancer ces activités. C'est chose faite dès l'ouverture de la phase 2 du déconfinement, c'est-à-dire depuis le 2 juin. Et maintenant, le prochain objectif, c'est de pouvoir relancer des événements à plus grande échelle et de faire un petit peu le lien entre les déclarations du Premier ministre, notamment du gouvernement, la capacité de relancer des événements jusqu'à 5000 personnes. Alors, on a rarement 5000 personnes sur nos équipements golfiques. Mais on peut avoir un peu de public, on peut avoir des journées avec, si vous avez 36 trous au Médoc, vous pouvez avoir 300 personnes sur la journée, plus les accompagnateurs, tout l'écosystème qui va autour. Donc il faut qu'on puisse relancer aussi ces événements de taille, qualifions-les de taille intermédiaire. Il y a aussi les événements du Golf Pro qui comptent parmi ce type d'opération et ça fait partie aussi de notre économie golf. Il faudrait qu'on puisse le faire dès le courant du mois de juillet et en état de cause à la rentrée. C'est un troisième volet qui doit aussi permettre de relancer l'activité des clubs. Oui, justement, Vincent Paris, vous deviez accueillir pas mal d'événements majeurs cette année. Est-ce que vous avez un petit peu des infos justement par rapport à ces différents événements? Je crois que notamment il y avait le championnat d'Europe par équipe, c'est ça? Non, le championnat d'Europe individuel amateur qui devait avoir lieu la dernière semaine de juin, qui a été très vite reporté par l'Association européenne de golf et par la fédération qui travaille conjointement sur l'organisation. On l'a reporté la première semaine de septembre. On a des réunions début juillet pour faire le point. On sera prêt pour recevoir cette opération-là, comme le dit Christophe, parce qu'il n'y a pas de public, ou très peu, parce que voilà, ça reste une compétition de golf. La seule problématique que l'on a, c'est une problématique de voyage, puisqu'il y a, je crois, plus de 20 nations qui sont représentées sur cette compétition, qui est un vrai grand tournoi international amateur, peut-être le plus grand tournoi d'Europe avec le British Amateur. Donc on est dans l'attente d'un petit peu plus de précision sur les flux internationaux. Un autre point qui est très important pour nous aussi, quand on parlait de relance, je pense que évidemment la reprise des compétitions de golf et des pro-am est quelque chose d'essentiel. Je crois que les règles assouplies, parce que je les trouve assez assouplies en termes de restauration, nous aident beaucoup également. On parlait de reprise et de réservation. Beaucoup de clients aujourd'hui réservent leur séjour parce qu'ils savent qu'ils peuvent manger au restaurant en famille, ou à 3, ou à 4, ou à 5, ou à 6, ou si vient notre ami, même s'il faudra respecter évidemment toutes les règles sanitaires nécessaires. Celles-ci restent, à mon avis, cohérentes et intelligentes pour que ça puisse également contribuer à la reprise de nos activités. Donc on espère pour les grands tournois. Et la deuxième chose, c'est évidemment le Lacoste Ladies Open, qui est au mois de septembre. Là, pareil, tout est réuni pour que l'on puisse réussir, sauf que là, on a du public. Donc le chiffre de 5000, on n'est pas très loin sur les grosses journées, donc on essaiera de voir. Et puis il y a toute la partie hospitalité aussi qui est importante à gérer, puisqu'on peut faire manger 300-400 personnes la même journée. Et là-dessus, on attend d'avoir plus de précision ou d'allègement des procédures sanitaires d'ici le mois de septembre. Et justement, Christophe Muniesa, est-ce que vous en savez un petit peu plus par rapport à l'organisation de ces tournois professionnels en France? Alors, on est dans le cadre général. La ministre des Sports s'est exprimée à plusieurs reprises sur le sujet et dans ses prévisions les plus optimistes, elle parle d'une reprise des compétitions officielles. Entendez par compétition officielle les fédérations qui sont placées sous la responsabilité de ce qu'on appelle dans le code du sport les fédérations délégataires, les grandes fédérations olympiques dont le golf fait partie.
Donc, elle parle à compter du 15 juillet et très vraisemblablement début août. C'est ce sur quoi elle s'est exprimée à plusieurs reprises. Évidemment, d'un sport à l'autre, les enjeux sont de nature différente. On ne va pas commenter les débats autour de la reprise du championnat de football, mais on voit bien que c'est extrêmement tendu sur ce registre-là. Donc nous, le scénario qu'on privilégie, c'est effectivement une reprise progressive de ce type d'épreuve à compter du 15 juillet et très vraisemblablement début août, sachant que, ça a été dit pour de multiples industries, c'est pas tout à fait on-off. Si vous dites le 1er juillet, je peux reprendre, vous n'êtes pas en capacité d'organiser une épreuve le 2 juillet parce qu'il faut que les joueurs se déplacent, il faut pouvoir se loger, il faut pouvoir organiser l'épreuve, faire venir les arbitres, les directeurs de tournoi, etc. Donc, on va dire il y a une inertie de 15 jours à 3 semaines. Donc, sauf à avoir dans les jours qui viennent, ce qui n'est pas le scénario le plus probable, un go totalement officiel des pouvoirs publics et notamment du ministère des Sports pour pouvoir reprendre la compétition là, dans les jours qui viennent, ça veut dire que le scénario, encore une fois, le plus probable, c'est d'imaginer une fenêtre de tir entre le 15 juillet et le 1er août. Là, je pense qu'on y verra clair. Et en tout état de cause, sur les épreuves qui sont programmées à compter du 1er septembre, il n'y a pas de difficulté, ça se jouera, sauf catastrophe sanitaire, mais franchement, on n'y croit pas et surtout, on ne la souhaite pas. En revanche, pour les épreuves qui devraient se dérouler entre le 15 juillet et le 15 août, il y a encore un petit peu d'incertitude. Il va falloir patienter encore quelques jours, Jean-Louis, pour avoir un calendrier un peu plus précis. Oui. Alors justement, l'émission touche à sa fin, messieurs. Juste un dernier tour de table rapide, en commençant par Laurent Boissonnat. Quelles sont les prochaines échéances justement pour cette relance de la filière golf, d'un point de vue économique notamment, Laurent? Alors d'abord, je voudrais revenir et rebondir sur un point qui est lié à votre question, mais qu'a mentionné Vincent. La possibilité de réouvrir les restaurants est le fait que la limite des 100 km tombe s'agissant de la possibilité de se déplacer a été une première étape essentielle. Et on voit aujourd'hui, quand je vous disais qu'on avait des golfs qui ne faisaient que 15 ou 20% sur la deuxième quinzaine de mai du chiffre d'affaires green fee que par rapport aux années précédentes, on voit que quand on regarde la première semaine de juin, on est plutôt passé à 35 ou 40%, et donc on sent bien qu'on est sur la bonne voie. Ensuite, donc, ça c'était une étape importante. La prochaine étape qu'on attend tous, c'est d'avoir l'officialisation du périmètre des entreprises qui seront éligibles au plan de soutien du tourisme, des loisirs, de la culture et du sport ou de l'événementiel sportif. Aujourd'hui, c'est appelé événementiel sportif, mais on espère que nos entreprises rentreront dans ce contexte et que le mot événementiel, même si évidemment les entreprises événementielles sont parmi les plus sinistrées, dans le sport, on ira un peu au-delà de cet événementiel. Il y a une proposition de loi qui doit être soumise au Parlement entre le 10 et le 12 juin et ensuite discutée et ensuite on verra quelle est la situation s'agissant de nos entreprises. Donc ça, ce sera très important économiquement pour apprécier, comme je disais tout à l'heure, quel coussin, quel amortisseur on a. Et puis enfin, l'été, évidemment, où on espère avoir, compte tenu de ce qu'on a dit largement tout à l'heure, un afflux de clientèle et un business qui nous redonnera le sourire avec des chiffres très significatifs et en tout cas des bons chiffres et qui nous donneront la dynamique qu'il faut pour poursuivre et finir l'année. Voilà, il y a un petit risque au moment de la fin de l'année, je pense, quand on reviendra en basse saison, et puis ensuite avoir les deux pieds dans 2021 avec toutes les chances et tout le développement que le golf mérite et que nos entreprises méritent. C'est clair. Et puis on espère pour Vincent Paré, c'est toute l'équipe du golf du Médoc Resort, donc une ouverture dans les meilleures conditions le 15 juillet. En tout cas, on espère qu'il n'y aura pas d'inondation. Non, j'espère pas non plus. Non, on espère ouvrir. On a surtout hâte de retrouver déjà nos collaborateurs parce que ça va faire 4 mois sans aucune activité.
Et ben, ici, on a un peu plus de 100 personnes et c'est vrai qu'il faut aussi être capable de communiquer auprès d'eux et de les garder motivés, de les garder en alerte parce que quand ça va reprendre fort. Et puis évidemment de retrouver nos clients avec un golf, des infrastructures, un pro shop et un hôtel quasiment refait à neuf. Donc voilà, on sera prêt pour faire une belle saison et on espère que 2021 arrivera vite puisqu'on a déjà beaucoup de réservations et beaucoup de reports sur l'année prochaine. Donc voilà, on espère vraiment pouvoir essayer de sauver les meubles cette année et de partir sur une nouvelle échéance en 2021. Ouais, et puis pour Christophe Muniesa, toujours prôner la solidarité de la filière golf, mais j'imagine qu'il y a toujours une unité très forte en ce moment. Oui, oui, très clairement. Je pense que ça a été notre force là sur la période récente. Dans les travaux qu'on a menés, on a travaillé avec notamment différents cabinets conseils qui nous ont accompagnés sur le plan juridique, administratif, etc., à trouver les bons arguments et à organiser nos démarches pour qu'elles soient les plus performantes possibles. Et ils nous disaient eux-mêmes que quand ils sont amenés à accompagner d'autres secteurs d'activité, ce qui leur pose le plus de difficultés, c'est de créer l'unité, que tout le monde tire dans le même sens et un discours qui soit à la fois construit et compréhensible. Et je pense que c'est la grande leçon positive là de cette crise qu'on a traversée ensemble, c'est que on a été capable de parler d'une seule voix, on a été capable de convaincre nos interlocuteurs au bénéfice de la filière. Donc, on va continuer de capitaliser sur cette excellente dynamique, bien sûr. Bon, ben, en tout cas, un grand merci, messieurs, d'avoir été à mes côtés pour ce numéro 2 de Parlons Golf by JLT Factory. Bon courage à vous et surtout à Vincent et à toute l'équipe du Golf du Médoc Resort pour la préparation de l'ouverture officielle. Donc le 15 juillet, c'est ça, Vincent? Exactement, 15 juillet, on sera présent. On croise les doigts. Merci encore, messieurs, et n'hésitez pas donc à partager, à relayer aussi cette émission avec le hashtag Parlons Golf. Bon courage à vous et à très très bientôt. Merci Jean-Louis, à bientôt. Merci Jean-Louis, à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Salut.